Quand j'avais 17 ans, je suis restée après l'école avec quelques camarades pour utiliser le réseau terrestre des classes de 6e pour faire une grande partie de Counter-Strike. C'était avant que j'aie une connexion internet ou un ordinateur assez convenable pour jouer à des jeux en ligne à la maison. Alors, vous pouvez imaginer que j'ai eu un plaisir fou. Je veux dire que nous l'avons tous eu, et nous sommes restés si tard que les concierges ont dû commencer à éteindre physiquement tous les ordinateurs et tous les réseaux pour nous faire partir. Comme c'était en novembre, il faisait déjà nuit quand nous sommes rentrés chez nous. Et la seule lumière que j'avais pour me guider était la lumière des lampadaires orange au bord de la route. Mais tout à coup, alors que je marchais dans la vieille rue à 800 mètres de là où j'habitais, toutes les lumières de la rue se sont éteintes en même temps. C'était si alarmant que je me suis littéralement arrêtée dans mon élan. Et je me suis retrouvée à regarder autour de moi pour remarquer que toutes les lumières des maisons voisines étaient éteintes aussi. Le réseau électrique de la ville dans laquelle je vis est assez fiable, et c'était la première fois qu'une telle chose arrivait. Donc, naturellement, j'étais un peu effrayée. J'essaie d'appeler un de mes amis pour voir si l'électricité est également coupée dans son quartier, mais mon téléphone ne fonctionnait plus. Votre appel n'a pas abouti. Veuillez raccrocher et réessayer. Donc, les téléphones étaient éteints, les lumières étaient éteintes, mes parents n'étaient pas encore à la maison. Et il y a une voix dans ma tête qui m'a dit « La 3e guerre mondiale est sur le point de commencer ». J'étais bien trop anxieux pour rester assis à la maison dans le noir, au sens propre comme au figuré. Alors je suis sortie dans les rues et j'ai commencé à marcher vers l'endroit où vivait mon ami, celui-là même que j'avais essayé d'appeler. D'autres personnes sont sorties des maisons et les voisins parlaient entre eux, se demandant ce qu'il se passait. C'était vraiment effrayant de voir à quel point il faisait sombre dehors. C'était une chose que très peu d'entre nous, à l'ouest, avaient eu l'occasion de voir. Un paysage urbain complètement plongé dans l'obscurité. Il y avait une tension dans l'air. On pouvait la sentir. Et sans téléphone en état de marche pour contacter quelqu'un ou savoir ce qu'il se passait, cette tension est devenue de plus en plus forte. Il n'y avait pas de courant nulle part. J'ai marché pendant 30 minutes jusqu'à la maison de mon ami, avec pour seule lueur des torches et des bougies. On voyait mieux autour des routes principales, grâce aux phares des voitures, mais c'était le chaos sans feu de circulation, et des carrefours entiers étaient bloqués par des voitures qui essayaient de se contourner. Je me suis rendue chez mon ami, évidemment, et il n'y avait pas d'électricité non plus chez lui. Seulement, à un moment où il était beaucoup plus sûr de le faire, nous ne sommes pas restés à l'intérieur. Et j'ai toujours pensé que c'était bizarre, comme nous avons gravité vers la seule vraie source de lumière. À peu près tout le monde l'a fait aussi. Et au cours de la marche, de haut en bas des routes principales encombrées de voitures, nous avons juste en quelque sorte heurté le reste de notre petit groupe d'amis. Et c'est ce qui a commencé comme une expérience assez troublante, s'est transformé en quelque chose de suprêmement excitant. Nous n'avions aucune idée de la date à laquelle l'électricité allait revenir, ni de la raison pour laquelle elle avait été coupée. Et après quelques heures d'obscurité presque totale, même les adultes autour de nous ont commencé à se demander ouvertement si elle allait revenir de sitôt. Les choses ont commencé à prendre une tournure apocalyptique, mais nous étions des adolescents, et nous étions ensemble. Nous avions cet air juvénile d'invincibilité qui nous faisait penser que nous pouvions tout affronter. C'était en fait assez euphorique, mais ce sentiment ne devait pas durer. Vous voyez, nous n'étions pas les seuls à détecter un soupçon de tension dans l'air, et là où d'autres voyaient un chaos potentiel ou un danger, d'autres voyaient une opportunité. Le premier indice est apparu lorsque nous avons vu 3 gars sortir en trombe d'une boutique du coin, rapidement suivis par le propriétaire qui les suivait en leur aboyant qu'il avait appelé la police. De toute évidence, ils avaient profité de l'obscurité pour le voler, et c'est la première fois que nous avons compris à quel point nous étions tous vulnérables à ce moment-là. L'absence d'électricité signifiait l'absence de lumière, mais aussi l'absence de signal d'alarme, de caméras de surveillance, et l'impossibilité pour la police de répondre aux appels en raison de la circulation intense. Nous avons commencé à voir des choses comme des propriétaires de magasins, avec des battes de baseball et des barres de fer dans leurs mains, tirant des volets sur leurs fenêtres, ou des conducteurs qui devaient être physiquement séparés les uns des autres pour les empêcher de se battre. C'était une mauvaise scène, et c'était stupide de notre part de rester dans le coin, au cas où quelque chose de particulièrement chaud se produirait. Mes amis ont décidé de se retirer sur le parking de l'école primaire, où nous avions l'habitude de faire du skate. Un parking qui était niché près de la rivière et entouré d'arbres. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de coupure de courant, nous aurions compris pourquoi c'était une mauvaise idée. Mais que ce soit à cause de l'obscurité totale ou d'un manque général de conscience, nous n'avions aucune idée de ce qui allait arriver. Et oh mon Dieu, j'aurais aimé que ce soit le cas. Nous traînions autour du parking, qui était normalement éclairé par quelques lampadaires. Mais évidemment, cette nuit-là, c'était l'obscurité totale. La seule lumière provenait de la lune ou des écrans de nos téléphones qui, comme en 2005, n'étaient pas particulièrement lumineux. Littéralement n'importe quoi aurait pu nous surprendre si c'était assez calme.
Nous n'avions absolument aucune conscience spatiale, et c'est ce qui a rendu les événements qui ont suivi encore plus terrifiants. Au début, l'un d'entre nous a dit « Chut, vous avez entendu ça ?» Tout le monde s'est figé, à l'écoute de ce que notre compagnon avait entendu, mais il n'y avait que le silence. Un peu plus tard, ça s'est produit à nouveau, et cette fois notre ami apparemment paranoïaque a insisté sur le fait qu'il avait entendu quelque chose dans les arbres, à proximité. Mais nous avons simplement rejeté ces craintes comme une tentative de farce. Alors, lorsque l'un d'entre nous a été attrapé par quelque chose qui cherchait à l'étrangler, nous avons tous pensé qu'il s'agissait d'un autre de nos numéros qui faisait des bêtises, mais je n'oublierai jamais la peur qui régnait dans l'air lorsque nous avons soudainement réalisé que nous n'étions plus seuls, que la personne qui nous avait attrapés était un parfait inconnu qui avait surgi de nulle part. L'un d'entre nous a essayé d'arracher l'étranger à notre ami, mais il semblait être projeté au sol par une force invisible. C'était hideusement confus d'où venaient ces gens, et pourquoi ils faisaient ça. C'était un mystère complet. Mais je savais une chose, c'était certain, nous étions attaqués. Je ne suis même pas tout à fait sûre de ce qui s'est passé après ça. Je suis presque certain que nous étions moins nombreux, parce que je me souviens qu'au moins 2 personnes m'ont donné des coups de pied, après que j'ai été assommé par un coup de poing au visage. Cela a semblé durer une éternité, et ça ne s'est arrêté que lorsque j'ai entendu 2 voix. Près de moi, quelqu'un disait quelque chose comme « Oh, je pense qu'il est mort. »« Quoi ? Il bouge pas, je pense qu'il est mort. »« Oh mon Dieu, sortons d'ici, mec !» Puis les coups de pied s'arrêtent, j'entendais pas et soudain tout est calme. J'aurais dû me sentir soulagée que l'attaque ait cessé. Mais les mots de ce type n'ont fait que résonner dans mon crâne. Il est mort. Je lève les yeux après avoir rentré ma tête dans ma poitrine et m'être protégée de mes bras, et je vois quelques formes sombres ramper ou boiter vers une autre forme sombre, qui était étendue sans bouger sur le béton. C'était l'un des pires moments de ma vie. Penser que je regardais le corps mort de l'un de mes amis les plus proches. Mais heureusement, il n'était pas mort. Ce n'était pas vraiment bien, mais il n'était pas mort. Il avait dû prendre un coup assez lourd parce qu'il était complètement assommé. Comme un de ces mauvais coups aussi quand la personne est groggy quand elle se réveille. C'était encore vraiment inquiétant, mais bon sang. Le pur soulagement que j'ai ressenti quand il a bougé et gémi pour la première fois. Aucun d'entre nous n'avait été trop gravement blessé. Juste quelques yeux au beurre noir et quelques lèvres cassées. Et malgré le fait que nous étions inquiets que le gars qui a été assommé ait pu avoir une commotion cérébrale, il ne s'est pas plaint d'avoir des nausées ou de vertiges les jours suivants. Finalement, nous sommes tous rentrés chez nous en boitant et en espérant que le courant resterait coupé, pour ne pas avoir à aller à l'école le lendemain, avec des œils au beurre noir et des croûtes aux lèvres. Mais le courant est revenu et nous n'avons même pas eu de jour de congé. J'ai vu de mes propres yeux que les fils fragiles qui maintiennent la société ensemble n'ont pas besoin de beaucoup de pression avant de se tendre, jusqu'au point de rupture. Et il suffit d'une petite coupure de courant pour que nous ressentions tous cette pression. Mais certains d'entre nous ressentent quelque chose d'autre aussi. Et pour certains, l'obscurité fait ressortir un désir prédateur primitif, de chasser et de victimiser les mêmes personnes que nous appelons voisins. Et c'est ce genre de personnes, les monstres en costume de viande humaine, dont nous avons été victimes cette nuit-là. Je vis dans un endroit appelé Beddington, ici dans le Maine. C'est la partie la moins peuplée de l'État, ce qui en fait probablement l'une des zones les moins peuplées du pays. Et avec une population d'un peu plus de 50 personnes, ou la définition même d'une sorte de ville à guichet unique, nous vivons tous assez espacés aussi. Le voisin le plus proche sur mon côté droit est à environ 1 mile. Le plus proche voisin de mon côté gauche est plutôt à 5 km. Le sens de la communauté ici est vraiment fort. Mais ici, vous êtes vraiment seul, dans tous les sens du terme. Et ce genre d'isolement est d'autant plus évident lorsqu'il y a une coupure de courant. C'est arrivé seulement 2 fois depuis que je vis ici. Et une seule fois, la deuxième fois, il y a dû avoir une grave défaillance de la centrale électrique qui nous alimente en électricité. Parce que le courant a été coupé toute la nuit. Et je ne me souviens pas seulement de cette nuit parce que je n'ai pas pu regarder les Pats jouer au football, mais ça me brûle la mémoire pour d'autres raisons. Comme je l'ai dit, deuxième coupure de courant. Mais grâce à l'expérience que j'ai acquise la première fois, je m'en sors un peu mieux cette fois. J'ai des bougies stockées, des lampes de poche à dynamo, et j'ai même acheté une plaque chauffante à piles qui pourrait être utile pour quelques utilisations. Au lieu de paniquer et de me cogner dans le noir, cette fois je me suis mis à l'aise. J'ai pris un bon livre et je me suis assis sur le canapé. Maintenant, c'est à ce moment que je dois parler de mon chien, Teddy. Teddy a reçu son nom parce que ma fille adulte pensait qu'il ressemblait à un ours en peluche, ce qui est le cas. Teddy ne s'est jamais cogné contre les meubles et n'a jamais été effrayé par le moindre bruit ou la moindre ombre. Teddy s'est simplement pelotonné près du feu de bois et a réchauffé ses os. Pendant que je me pelotonnais, Ted m'a jeté un regard comme s'il me disait « Tu vois ? T'as compris, mon vieux, détends-toi et repose-toi. Le courant reviendra quand il sera bon et prêt à revenir. » Mais Teddy n'est pas resté longtemps aussi détendu. Et moi non plus.
Quelques heures passent et je suis tellement absorbée par le livre que je lisais que lorsque Teddy a commencé à aboyer, j'ai presque eu peur. Vous voyez, Teddy n'a jamais aboyé pour quoi que ce soit, même quand il voyait des écureuils ou des ratons laveurs. Il me regardait juste comme « Qu'est-ce que tu vas faire avec eux ? Ce sont des créatures, vieil homme !» Rien ne l'a jamais effrayé, donc l'entendre japper comme ça, c'était plutôt inhabituel. Donc je me suis demandé ce qui pouvait bien le faire flipper au point de le faire aboyer. J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Qu'est-ce que tu sens ?» Mais Ted s'est levé et s'est dirigé vers la porte du couloir, et il a commencé à grogner tout bas entre deux aboiements. Et alors que j'étais là à le regarder, j'ai eu cette sensation désagréable au creux de l'estomac. Maintenant, bien que je respecte le deuxième amendement, je ne crois pas vraiment à la nécessité de garder une arme à la maison. Je déteste ces choses. Et je l'ai toujours fait. Et pour faire court, j'ai perdu un parent dans un accident de tir quand j'étais enfant. Non, le simple fait d'être à proximité d'un pistolet me fait transpirer et m'angoisse. Tout ce que j'avais sous la main pour me défendre était un vieil arc recourbé que j'utilisais pour la chasse. Pas vraiment idéal pour arrêter un cambrioleur, mais c'était mieux que rien. Je devais avoir l'air d'un vieux guerrier comanche usé, rampant dans mon salon avec un arc et des flèches, avec seulement la lumière du feu pour voir ce qu'il se passe. Mais je ne me sentais pas comme tel. Je venais d'avoir 55 ans. J'étais un adulte, mais quelque chose dans cette obscurité et cet isolement me donnait l'impression d'être un enfant effrayé. Dans le meilleur des cas, Teddy avait senti l'odeur d'un ours ou d'un lynx sauvage qui se trouvait encore au loin. Et dans le pire des cas, ça pouvait être quelque chose de bien pire. Quand je jette un coup d'œil à l'extérieur de la maison par la fenêtre de mon bureau, Teddy suit en sautant sur le rebord de la fenêtre et en aboyant quelques fois après avoir reniflé l'air. Quoi qu'il ait senti, je ne le voyais certainement pas. Donc après être apparu dans l'obscurité pendant 1 minute ou 2, j'ai ramené Ted dans la salle de télévision où il a cessé d'aboyer. Tout était calme à nouveau. Alors j'ai continué ma lecture. Environ 1 heure plus tard, la même chose se produit à nouveau. Teddy saute sur le tapis et aboie comme un fou, mais cette fois il semble considérablement plus agressif. Il s'est précipité vers la porte de la salle de télévision en grattant la poignée et en grognant d'une manière qui m'a effrayée. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu Teddy agir comme ça. Quand je l'ai laissé sortir du salon, Teddy a couru par la porte ouverte de la cuisine et a commencé à aboyer et à gratter la porte de derrière. Je veux dire, il y retournait et il n'était pas question que je le laisse sortir. Avec l'humeur qu'il avait, il aurait probablement couru aussi vite qu'il le pouvait et il se serait perdu. Il s'est arrêté d'aboyer 1 seconde, a reniflé l'air, puis est retourné dans la salle de télévision, où il a commencé à aboyer encore plus fort contre les porte-fenêtres en verre qui menaient au jardin. Je l'ai suivi en disant « Attrape-le, garçon! Déchire-le !» Mais quand j'ai aperçu les portes vitrées coulissantes, je jurais avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre dehors. Je ne pourrais même pas vous dire ce que j'ai vu. Ce n'était rien de plus qu'un flash de mouvement. C'était assez évident pour que j'attrape l'arc courbé, que j'avais posé contre le canapé. J'avais tellement peur que j'ai à peine pu aligner la flèche avec la cible. Ted est devenu fou à ce moment-là, agissant comme s'il s'apprêtait à briser les vitres et à chasser tout ce que l'on pouvait sentir. Et comme je l'ai dit, ça aurait pu être juste la façon dont la lumière du feu se reflétait sur les vitres, mais je n'étais pas prêt à jeter les dés sur le fait qu'il y ait quelque chose là, dehors. J'ai pensé que c'était parce qu'il avait perdu l'ascendance ou quelque chose comme ça, parce qu'il s'est complètement tu et arrêté de tripoter la vitre des portes arrière. Mais ensuite il a fait la chose la plus bizarre. Il s'est éloigné des portes, s'est mis devant moi, s'est mis à 4 pattes et a fait pipi juste là sur le tapis. Il n'avait jamais fait quelque chose comme ça depuis qu'il était chiot. Ted était très bien éduqué à la maison. Ce n'était certainement pas non plus la peur d'un ours noir. Ted a toujours été dans les mêmes zones depuis qu'il est chiot. Et à moins qu'il en ait vu un, je ne peux pas imaginer qu'il aurait paniqué comme il l'a fait. Mais le fait est que les animaux comme les chiens sont connus pour aller aux toilettes tout seuls lorsqu'un prédateur beaucoup plus gros est dans le coin. Seulement, je ne peux pas imaginer combien il a fallu de plus pour que Ted oublie son apprentissage de la maison. Après ça, il est resté presque complètement silencieux. Juste un gémissement occasionnel, pendant que je me tenais là avec la lampe torche, attendant juste que la mère de tous les ours noirs vienne se fracasser sur mes fenêtres arrière. Au moins j'espérais que ce n'était rien d'autre qu'un ours noir. Je comprends ces animaux. Mais je n'ai pas du tout compris ce qu'il s'est passé pendant cette panne de courant, et ça m'a fait mourir de peur. Mais de loin, la pire partie de l'expérience a été quand j'ai entendu quelque chose dans la petite allée latérale de ma maison. Vous voyez, il y a un petit chemin de gravier, où ma femme avait l'habitude de faire pousser des légumes, juste à côté de la maison. Et je jure devant le Tout-Puissant que j'ai entendu 2 craquements distincts sur le gravier. Alors que je regardais dans l'obscurité pour la 100e fois, c'est là que j'ai commencé à appeler. « Je sais que vous êtes là, et je suis armée maintenant. Vous feriez mieux de partir d'ici. » J'ai écouté à nouveau et pendant les quelques minutes qui ont suivi, il n'y avait rien d'autre que le silence. Et ensuite, juste quand j'ai commencé à penser que j'avais tout imaginé, je l'ai entendu à nouveau. Des pas, clairs comme le jour sur le gravier. Cette fois, j'étais plus près, et j'avais entendu des gens marcher sur ce chemin de gravier 100 fois au cours des années.
Donc je vous le dis maintenant, ce qui était devant ma maison cette nuit-là était beaucoup plus gros qu'une personne. Si c'était un ours noir, ce devait être le plus gros de toute la côte Est. Je ne dis pas que ce n'était pas un ours ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'était juste un gros chien qui s'était perdu et qui s'était promené dans mon jardin. Mais comme je l'ai dit, c'était gros, vraiment gros. Et vous pourriez parier vos fesses que je suis venue. Je tremblais comme un chien qui chie, alors que j'entendais ses pas devenir de plus en plus silencieux alors qu'il quittait ma propriété. Je n'ai rien entendu pendant le reste de la nuit. Ted n'a pas aboyé à nouveau, mais il semblait qu'il avait jeté l'éponge avec cette ligne de défense de toute façon. Je n'ai rien entendu dehors et évidemment rien n'est entré dans la maison, sinon je serais en train de divaguer à ce sujet. C'est juste un peu surréaliste pour moi que l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie ressemble à un conte de feu de camp de seconde zone. Je n'ai pas peur facilement, et ce qui s'est passé pendant ce blackout m'a foutu les jetons. J'espère juste que cette chose, quelle qu'elle soit, que ce soit un ours ou la bête de Turner ou quelque chose d'autre, restera loin de ma propriété à l'avenir, parce qu'il faudrait bien plus que quelques flèches pour abattre une bête aussi grosse que ça. Il y a un peu plus d'1 an, en octobre 2019, des choses vraiment effrayantes se sont produites, et j'ai cru que j'allais perdre la vie. Je vis avec ma mère en Californie, juste à côté de Sacramento, et je l'aime beaucoup, parce qu'elle travaille vraiment dur pour prendre soin de moi. Je vais beaucoup mieux maintenant, mais il y a 1 an, je n'allais vraiment pas bien. Je dépendais même d'un masque à oxygène pour respirer. Ce n'était pas un masque facial ou autre, c'était plutôt discret. Je portais ce qu'on appelle une canule nasale, qui est comme le petit tube en plastique transparent qui monte dans votre nez. C'était assez inconfortable au début, mais on s'habitue à tout au bout d'un moment. Quoi qu'il en soit, j'ai passé la plupart de mon temps branché à une machine PPP, et il était assez important qu'elle reste allumée à tout moment, sinon je risquais de suffoquer. Mais si elle s'éteignait ou se cassait pour une raison quelconque, je pouvais simplement passer à ma bouteille d'oxygène à pile. Et voilà, la mort tragique était évitée. Le système était parfaitement sûr, car j'ai été amenée à croire que ce système ne prenait pas en compte le fait que tout d'un coup, le système pourrait décider de couper le courant de ma maison. Je me réveille au milieu de la nuit avec l'impression que je suis sur le point de faire une crise d'angoisse, et il ne me faut qu'une seconde pour réaliser que je ne peux pas respirer. J'ai porté la main à mon visage et j'ai senti que ma canule nasale était toujours dans mes narines. Mais quand je suis retournée dans le lit, j'ai vu que mon appareil PBAP était éteint. En d'autres circonstances, j'aurais pu me débrancher de l'appareil, aller dans la chambre d'amis et me brancher sur la bouteille d'oxygène à pile. Mais comme j'étais très fatiguée et que la coupure de courant s'était produite pendant mon sommeil, j'avais perdu un temps précieux pour faire la transition. Imaginez la scène. J'ai l'impression d'être sur le point de m'évanouir, je ne vois rien parce qu'il fait sombre et je dois traverser tout le couloir pour aller dans la chambre d'amis, alors que j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire 3 pas devant moi. Je n'avais que quelques secondes pour atteindre le réservoir de la batterie. Je faisais tous ces bruits de respiration sifflante et je me sentais de plus en plus faible, alors que je sortais de ma chambre et faisais mes premiers pas dans le couloir. Je n'ai fait que quelques pas avant de sentir mes genoux se dérober sous moi. J'ai essayé de ramper mais je ne pouvais pas. Et c'est à peu près tout ce dont je me souviens jusqu'à ce que la prochaine chose que je sais, c'est que j'aspire de l'air par la canule comme une folle. Je dois avoir fait un tas de bruit en sortant de la chambre, et Dieu merci, parce que ça a réveillé ma mère. Elle doit m'avoir trouvé allongée là, avoir compris ce qu'il se passait, et m'avoir traîné assez loin vers la chambre d'amis pour qu'elle puisse brancher mon tube d'oxygène. Cela n'a duré qu'un instant ou deux, jusqu'à ce que le souvenir de cette peur me revienne en mémoire, et j'ai éclaté en sanglots. Nous avons dû nous rendre à l'hôpital pour qu'un médecin m'examine. Vous pouvez avoir des complications de santé désagréables si vous êtes privé d'oxygène comme ça. Et ce n'est pas seulement les choses évidentes non plus. Comme cela peut causer des caillots de sang dans vos artères à cause de la tension, cela peut être assez fatal. Mais ouais, j'ai été bien examinée, et bien que j'ai été assez secouée, j'allais bien autrement. Mais alors, toute l'affaire est sortie au sujet des coupures de courant, et cela a causé beaucoup de controverses. Pour ceux qui ne le savent pas, ici en Californie, on a découvert que certains équipements appartenaient à un groupe de compagnies électriques qui provoquaient des feux de forêt. Il y a eu cet énorme incendie, où presque 100 personnes sont mortes. Les pompiers ont découvert qu'il avait été déclenché par une ligne électrique qui était tombée. Puis les compagnies ont passé un accord avec le gouvernement fédéral. En conséquence, ils ont décidé de faire ceci. Leur décision a été de couper l'électricité à un tas de gens pendant la saison des feux de forêt. Malheureusement pour nous, notre maison était l'une d'entre elles. Nous avons eu de la chance, mais comme un type est mort parce qu'il était sous assistance respiratoire à domicile ou quelque chose comme ça, l'électricité a été coupée et boum, défaillance massive des organes. Les coupures de courant ont affecté d'autres choses aussi, comme les nébuliseurs, les machines de dialyse, les réfrigérateurs qui gardaient l'insuline fraîche, et les compagnies d'électricité ont dit qu'elles avaient averti les gens pendant des mois à ce sujet, et qu'ils devaient se préparer. Mais je ne me souviens pas avoir entendu quoi que ce soit à ce sujet. Mais oui, le moment le plus effrayant de ma vie, juste là en pensant directement que j'allais mourir, mais comme tant de fois auparavant dans ma vie, ma mère était là et m'avait sauvé la vie.
J'ai commencé mon nouveau travail à l'aéroport Will Rogers. Je dis nouveau travail, mais j'ai juste été transférée dans une autre compagnie aérienne. Et j'ai travaillé au même poste d'agent de piste. Maintenant, je dois vous dire que j'ai une peur bleue des hauteurs. Et la partie que je préfère le moins dans mon travail d'agent de piste, c'est quand je dois monter dans une soute à bagages, ou dans un avion à chargement arrière. Parce que c'est à environ 6 mètres du sol. La première chose est qu'il pleuvait. Pas seulement une pluie fine, mais une pluie battante avec quelques éclairs et des surtensions aléatoires. De temps en temps, des cadavres sont transportés dans les soutes. C'était l'une de ces occasions. Et ce soir, c'était ma nuit de chance apparemment. Parce que mon manager m'a dit que je jetais cet avion et que je retirais la cargaison de la soute. C'était le dernier avion de la nuit. Et il n'y avait pas beaucoup de cargaison à part le corps. Mon collègue John a tiré la rampe de chargement de l'avion et l'a soulevé pour que je puisse marcher jusqu'au tapis roulant pour entrer dans la soute. Environ 4 autres collègues arrivent, avec un remorqueur de bagages pour la cargaison. Je parle alors plus fort que la normale parce que la pluie frappe bruyamment la coque métallique de l'avion. « J'espère que vous êtes tous prêts. Je n'essaie pas de rester ici toute la nuit. » John rit et dit « Ne vous inquiétez pas, peut-être que je pourrai trouver un nouvel habit d'ici là ?» en faisant référence au corps. Je n'ai pas pensé que c'était drôle, mais j'ai gloussé. J'ai grimpé dans l'espace étroit et exigu, et je me suis installée dans la poubelle, aussi loin que possible de la boîte en carton blanche à taille humaine. Et j'ai sorti mon téléphone de ma poche pour sélectionner la playlist à écouter pendant que je lance la poubelle. J'en ai trouvé une bonne, et j'ai commencé à travailler. Le tapis roulant avance à un rythme d'escargot, et il faut attendre qu'il scanne chaque paquet individuel, donc je ne peux pas les lancer aussi vite que je veux pour sortir de là. Après environ 10 minutes, je me rapproche de plus en plus de la boîte, et ma musique s'arrête de jouer. J'ai des écouteurs qui se détraquent lorsqu'ils sont mouillés. J'ai vérifié sur Spotify pour voir si c'était un pépin ou un problème avec l'application, et je vois que j'ai un texte non lu. J'ai reçu une notification et j'ai oublié au milieu de mon rap de manutention des bagages. La façon dont mon téléphone est configuré quand je reçois un message, il vous dira de qui il vient, mais il n'affichera pas le message. Vous deviez y accéder et le lire. Le message était d'un numéro inconnu, ce qui était étrange parce que très peu de gens ont mon numéro. J'ai cliqué sur la notification et j'ai lu le message, et tout ce qu'il disait était « Salut ». J'ai envoyé un message en retour et j'ai dit « C'est qui ?» Mon téléphone a affiché que celui qui a envoyé le message a vu le mien, immédiatement après qu'il ait été envoyé. J'ai attendu, sans réponse, j'ai relancé ma playlist et je suis retournée à mon travail. Peu de temps après résonne un coup de tonnerre si fort que l'avion a tremblé et m'a fait sursauter. J'ai très vite rationalisé et je suis retournée au travail. J'ai remarqué que le tapis roulant n'avançait plus. J'ai crié à John « Qu'est-ce qui se passe là-haut? Pourquoi ça s'est arrêté ?» Et ils m'ont dit de rester assis. Ils m'ont dit de ne pas bouger, qu'ils allaient déposer ce chargement. Je me suis dit, où est-ce que je pourrais aller? Environ 1 minute plus tard, il faisait froid. Je pouvais voir mon souffle. J'ai pensé que c'était juste un front froid et j'ai cherché des bagages d'un étranger pour m'appuyer dessus pendant que j'attendais. Alors que je cherchais un sac à prendre, un éclair a traversé le ciel et j'ai vu le flash d'un petit garçon, 11 ou 12 ans, assis sur une boîte blanche, me regardant avec ce sourire étrangement heureux et sa tête légèrement tournée sur le côté. Mon cœur s'est effondré et je me suis figée, ne quittant plus cette boîte des yeux pendant ce qui m'a semblé être des heures. J'ai été surpris par le tapis roulant de remplacement qui s'est mis en marche juste à côté de l'avion. J'ai couru vers le tapis roulant en mouvement, rampant aussi vite que je pouvais en essayant de garder mon équilibre et en paniquant. Au moment même où j'ai touché le sol et j'ai regardé John, je lui ai dit « Non, c'est fini, tu vas devoir aller là-dedans ». Je voulais pas expliquer exactement ce que j'ai vu, mais John savait que quelque chose me faisait peur. Alors il m'a demandé ce qui n'allait pas, ce que c'était. J'ai bégayé un peu et je suis partie avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Puis j'ai reçu une notification de nouveaux messages textes que j'ai entendus assez fort et clair cette fois. Il répond d'un expéditeur inconnu disant « C'est ton nouvel ami ?»